Point de vue, l'émission culturelle sur RCM. RCM. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Cadence Musique. Aujourd'hui, nous allons parler aventure, lecture. Et bien pour ça, je reçois Bruno Lemagie. Bonjour Bruno. Bonjour Karine. Alors Bruno, on va parler un peu de vous, puisque vous venez d'écrire un deuxième livre. Oui. Alors tout d'abord, avant de parler des livres, on va parler de vous, de votre parcours. Donc vous habitez à Camps-sur-Lise. Oui, Camps-sur-Lise depuis 15 ans. Je suis d'origine belge et ça fait 26 ans que je suis en France. Je travaillais dans les travaux publics et depuis quelques années, je suis pré-retraité. Pré-retraité déjà, vous êtes jeune. Oui, tout à fait. Alors, vous faisiez quoi dans les travaux publics? Vous étiez à les travaux publics en Belgique? Non, ici en France. Je travaillais D'accord. pour un grand groupe en travaux publics. J'étais chargé d'affaires, conducteur de travaux. D'accord. Donc, et puis vous avez arrêté? Vous en avez eu marre? Non, la conjoncture professionnelle et financière, a fait que vous avez été en pré-retraite. Tout à fait. Bon, super. Alors, justement, une pré-retraite, eh bien, on s'occupe à quoi après j'ai beaucoup d'occupations de toute façon. Entre l'orpaillage, la détection de métaux, la lecture, l'écriture. Petit à petit, au bout de 20 ans de chasse au trésor de la chouette d'or, j'ai décidé, j'ai profité du confinement en fait, pour écrire mon premier livre sur la trace de la chouette d'or, donc qui s'intitule Mes chouettes solutions d'or. Super. C'est des recherches qui ont duré combien de temps? Elle a plus de 20 ans de recherche. Ah, quand même. Et aujourd'hui, après de 20 ans de recherche et que le trésor n'a jamais été trouvé, il faut savoir que c'est la plus longue chasse au trésor jamais trouvée en France. Donc ça fait 30 ans cette année qu'un trésor a été enterré en France et qui n'a jamais été trouvé. Moi, au bout de 20 ans, je me suis dit, bon, allez, mon aboutissement personnel, ça sera de mettre mes solutions sur papier, plutôt que de les diffuser sur Internet, d'en écrire un livre. D'accord. Un livre qui fait combien de pages? Qui doit faire à peu près 200 pages. Oui. Et qui raconte quelques anecdotes de parcours dans les bois, quand j'ai été creusé, quand je croyais avoir trouvé le trésor, qui raconte certaines rencontres que j'ai pu faire, qui étaient très sympathiques, et alors en plus, mais justement, mes solutions du moins, que je pensais justes pour trouver le trésor. Alors justement, la chasse au trésor, pourquoi être lancé là-dedans? Parce que tout le monde se posait la question de savoir où était le trésor. Non, c'est justement dans les bureaux de travaux publics, là, avec des collègues de travail, un peu comme l'émission Caméra Café, autour de la machine à café, on commençait à discuter, et puis il y en a un qui m'a parlé de la chouette d'or, et puis de fil en aiguille, je suis rentré chez moi, j'ai acheté le bouquin, voilà, essayer de résoudre les énigmes. À cette époque-là, on n'employait pas encore trop Internet pour avoir les informations, donc entre encyclopédie, dictionnaire et autres dossiers, je me suis accroché, je me suis bien accroché, puisque ça peut être des journées entières, voire des nuits entières, quand on pense avoir une idée et tenir le gros lot, quoi. Ça me fait penser, oui, effectivement, à la chasse au trésor, qui nous permet de pouvoir être attentif sur éventuellement une solution ou un endroit où il pourrait être. Oui, tout à fait. Et puis on peut avoir une idée comme ça, un éclair de génie, en se disant, voilà, allez, cette fois-ci... Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été trouvé. Voilà, et se dire le matin, allez, je mets tout ça sur papier, je vais creuser, le vendredi soir partir, aller creuser, revenir, avoir passé un bon week-end, et la besace qui bredouille, voilà, avec la besace vide. Bon, en tout cas, on a passé un week-end en plein air. Voilà, tout à fait. Alors donc, le livre est toujours en vente? Oui, le livre est toujours en vente. C'est une auto-édition que j'avais fait, donc je le présente lors des salons, mais il est toujours disponible via Internet sur mon site Trace and Story sur Facebook, où il y a toutes les informations pour l'achat sur certaines plateformes. D'accord. Alors, après ce livre-là, vous êtes lancé sur un autre livre. Oui, disons que c'est un peu le hasard qui m'a fait retomber sur des papiers de famille et des photos de famille en compagnie d'un cousin. Et voilà, en regardant les photos, les papiers et tout ça, en étant généalogiste de la famille, je suis retombé sur des lettres d'un ancêtre qui avait été écrit au 19e siècle. Et qui parlait d'un prêtre qui était parti aux États-Unis, et donc c'est toute la correspondance de ce prêtre vers le clergé dans les Flandres, et de ce prêtre vis-à-vis de ses corréligionnaires, et ça commençait à m'intriguer, donc j'ai tripafouillé un peu dans les papiers, j'ai gratté un peu sur Internet ce qu'on pouvait trouver comme information,
Et effectivement, je me suis rendu compte que ce prêtre, il était répertorié dans beaucoup de paroisses, tant en Belgique qu'aux États-Unis. Et à partir de là, petit à petit, entre annotations, les dates marquées en chronologie et tout, arriver à avoir vraiment une histoire du personnage. Et de cette note, de cette chronologie, on est sorti des paraphes, et puis des paragraphes, et puis un bouquin. Alors, un livre de 200 pages. Un livre de 200 pages qui est paru aux éditions de Panthéon, à Paris. Qui s'appelle Oublié de Dieu. Oublié de Dieu, tout à fait. Alors, effectivement, je l'ai lu, le livre. Et c'est vrai qu'il a crapahuté, hein. Oui. Il en a fait des miles. Il en a fait énormément. Et c'est vrai que quand on le lit, c'est vrai qu'il y a une posture, un moment où forcément il n'est pas dans les clous. Oui, il est jamais dans les clous, on va dire. Hein. C'est un prêtre dissipé. Voilà, il est sorti un peu des sentiers battus. Et moi, je dis toujours, c'est un prêtre un peu rebelle, un peu filou, parce que il n'était pas toujours en ligne avec les commandements, avec le clergé, avec les commandements de l'Église, ce que l'Église attendait de lui. Il était dévoué à son peuple, à ses fidèles, à ses ouailles. Excusez-moi l'expression, en s'en foutant un peu de ce que le clergé lui dictait. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a tiré son épingle du jeu, justement pour survivre par après à la guerre de sécession et d'autres aventures. Alors, en lisant les courriers ou les manuscrits que vous avez pu retrouver, est-ce que vous retrouvez-vous dans ce personnage ? Avec le temps, je m'y retrouve un peu. Disons qu'il y a quelques années, j'étais un peu rebelle, un peu filou. Et je sens quand même qu'il y a du sang, on a du sang commun, même si c'est à 7-8 générations d'ici, on a en commun. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on lit le bouquin, alors je ne vais pas dire tout le déroulé, mais c'est vrai qu'il a des miles, il en a fait des kilomètres. Oui, tout à fait. Et tout quitter pour pouvoir partir aux États-Unis, c'est quelque chose d'énorme aussi. Hein. Oui, c'est une aventure, mais disons que ça découle un peu de son caractère. Donc il a fait son noviciat dans les Flandres. Ensuite, il a eu quelques années dans des petites paroisses en Belgique. Et on peut imaginer qu'au 19e siècle, dans ces paroisses, on buvait souvent la petite goutte et on était très, très proche des paroissiens. Chose qui ne devait pas plaire spécialement au clergé en place, ni à l'évêque encore moins. Forcément, il avait reçu un petit courrier en disant que l'évêque, quelquefois, il titubait un petit peu dans les rues. Hein. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et dans cette période, vers 1850-1855, le clergé était demandeur d'hommes un peu aventureux, d'hommes solides aussi, parce qu'il faut savoir que ce prêtre était né à la campagne, donc il maniait très bien l'outil. Son père était menuisier, son parrain était forgeron, donc il avait appris. Oui, voilà, il avait l'esprit du prêtre et le côté manuel de ses ancêtres. Et donc, quand le clergé lui a proposé de partir aux États-Unis, il est parti aux États-Unis où c'est un autre prêtre, Baraga, qui est très connu. C'est Frédéric Baraga, qui est devenu par après évêque et dont un comté porte toujours le nom, qu'il a accueilli à New York et qu'il a amené dans le fin fond du Michigan, dans les tribus indiennes, pour commencer à faire sa première mission. Et sa première mission a été d'instruire, parce qu'il était professeur de mathématiques, il parlait plusieurs langues, c'était un constructeur, un bâtisseur, donc on lui a demandé de construire une école. En parallèle, on lui a demandé de construire une scierie. Oui. Donc voilà, et pour la petite anecdote, on va quand même la raconter, ça donnerait une petite idée du caractère du prêtre. C'était que pour construire la scierie, il a été volé le bois de la capitainerie du port juste à côté, donc justement. C'est ce qui lui a pas donné une bonne image, on va dire. Hein, voilà, c'est ce qui lui a pas donné une bonne image, qu'il a desservi pendant des années. Qu'il a desservi, qu'il a poursuivi pendant des années et des années. Et jusque quasiment au décès de Baraga qui regrettait, voilà. On va peut-être faire une petite pause musicale, Bruno, et puis on se retrouve pour cette suite de livres qui est fort rigolote aussi. Hein. Oui, merci. Allez, après cette petite pause musicale, on est reparti pour
parler de ce livre Oublié de Dieu, sorti des éditions du Panthéon, Bruno Le Magis. Oui. Alors, c'est un livre de 200 pages. On parlait justement de ce prêtre Oui. familial, en fait. Oui, tout à fait. C'est en remontant la généalogie de ma famille que je suis tombé sur ce prêtre, voilà, qui est le frère d'un de mes ancêtres, tout simplement. Et de fil en aiguille, en grattant un peu, j'ai étudié l'histoire de ma famille, mais de sa famille aussi, de la façon dont il vivait, où il vivait, comment il vivait. Alors, justement, on parlait comme quoi il était parti aux États-Unis. Oui. Comment on peut retracer une vie en allant, en récupérant des dossiers aux États-Unis? Est-ce qu'il y avait de la famille encore qui sont aux États-Unis? Est-ce que vous êtes allé aux États-Unis? Alors, je suis allé aux États-Unis il y a quelques années, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, j'ai été beaucoup en communication avec les archevêchés, les archivistes d'églises. J'ai de la famille qui habite là-bas aussi, qui a pu me servir de relais aussi quand j'avais besoin de documents, de photocopies ou d'archives tout simplement, qui faisait le relais et qui me passait des informations. Plus Internet aujourd'hui qui facilite quand même les recherches, tout mis l'un après l'autre, on arrive à faire une chronologie correcte. Oui, parce que après c'est par les années, voilà. Et l'histoire, parce que il y a quand même une histoire. Oui. Donc il faut quand même gratter au maximum pour pouvoir quand même écrire un livre de 200 pages. Voilà. Il y a quand même un bout de chemin quand même à faire. Ah oui, tout à fait. D'autant plus que je précise toujours, comme je l'ai précisé encore ce week-end au salon à Saint-Estèphe, c'est pas un roman, c'est vraiment une biographie sur ce prêtre et une monographie en même temps de la période du 19e siècle et de l'immigration des Européens vers les États-Unis. Donc cette période charnière dans les années 1850 où tout le monde était pionnier, chercheur d'or et partait à l'aventure. Ouais, c'était oui, c'est ça, c'est chercheur d'or et compagnie. Voilà, c'est ça, oui, qui partait dans les mines vers les États-Unis ou qui étaient commerçants mais qui cherchaient une vie meilleure dans ces années-là. Alors c'est les années des guerres de sécession aussi. Hein. Oui. Donc là aussi il l'a vécu. Hein. Oui, il l'a vécu et même bizarrement on va dire parce que avant la guerre de sécession, les autorités, le clergé sentant un peu le vent tourner, ont rapatrié beaucoup de prêtres en France, en Belgique, en Allemagne, enfin vers l'Europe. Et le père Charles, avec son tempérament rebelle, voilà, il est resté en place. Par contre, il n'a plus trouvé de place dans le nord du pays, dans la région des Grands Lacs. Il a dû se diriger vers le sud du pays, vers la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, effectivement, il a eu une paroisse dont il a dû s'occuper, où il a eu officier, où tout s'est bien passé. Jusqu'à la déclaration de la guerre. Et là, il y a un général de l'armée nordiste qui est venu le chercher parce que tous les aumôniers étaient partis à la guerre. Et donc, le gros déchirement du prêtre de ce père Charles à cette époque, c'est que au niveau spirituel, personnel, il était déchiré entre ses obligations militaires dans le 2e régiment de cavalerie et sa paroisse sudiste. Où il a dû survivre et se démerder pour que tout le monde soit content. Chose que ça n'a pas plu au clergé, le fait qu'ils se soient engagés au niveau des militaires. Voilà, qu'ils se soient retournés vers les militaires au lieu de rester dans sa paroisse. Voilà, tout à fait. Ça l'a un peu blacklisté du clergé parce que justement c'était très mal vu par l'Église et en parallèle, si on prend le côté politico-religieux, quelque part, ils étaient obligés de laisser aller des prêtres vers l'armée pour contenter l'armée et les militaires qui étaient aussi en attente de soins tant physiques que psychologiques. Il ne faisait pas que dire la messe, mais il a dû amputer des jambes, il a été à Fort-Parapet. Il a dû tout faire aussi, il a dû faire le médecin, c'est ça, le prêtre, l'instituteur, il a dû tout faire. Voilà, tout à fait. Donc pendant plus d'1 an, il est resté dans le 2e régiment de cavalerie à la Nouvelle-Orléans pour l'armée de l'Union, donc l'armée nordiste, tout en étant dans une paroisse sudiste.
Voilà, donc c'était mal vu par rapport à ça. C'est Tout vrai que à fait. ça l'a suivi pendant des années, hein, malheureusement. Oui, pendant 2 ans, il a fait, on va dire, un syndrome post-traumatique au niveau personnel. Et puis au niveau religieux, il est reparti en Belgique pour voir l'évêque, qu'il a congédié, qu'il n'a même pas reçu, qui voulait pas entendre parler du Père Le Magie. C'est ça. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué. Là, il est reparti un peu à l'aventure sans savoir vraiment où il allait. Il a atterri au Canada à ce moment-là, à Montréal, où il est resté pendant 1 semaine, et il a eu la chance de rencontrer un homologue belge qui lui a conseillé d'aller sur Green Bay. Et à Green Bay, on lui a donné quelques paroisses et il a fini quasiment sa vie là, et reconnu puisqu'il a fini conseiller de l'évêque de Green Bay dans les années 1870. Alors il a fait, effectivement, il a fait... on va dire, il s'est absolu de tout ce qu'il a pu faire, mais il regrette pas non plus, puisqu'il était près de ses... Non, je pense pas qu'il ait regretté ce qu'il ait regretté, parce que je pense, en ayant analysé un peu toutes les archives dans lesquelles j'ai pu soit lire des brides d'informations, soit avoir des informations complètes, parce que j'ai quand même une grosse liasse d'archives et de lettres d'époque. Je pense que c'était vraiment quelqu'un qui était dédié aux autres et qui se mettait lui-même de côté et qui mettait même l'Église de côté pour rendre service aux autres par charité chrétienne, tout simplement, par foi, par croyance. Voilà, en fait, il faisait on va pas dire son métier, mais il faisait son métier dans le sens propre du terme. Oui, tout à fait. Alors, justement, dans ce livre, on retrouve des lettres que vous avez dû retrouver dans vos recherches. Oui, tout à fait. Voilà, pour faire... À un moment, il y a une nuance pour montrer la crédibilité de ce prêtre, le Magie, comparé à d'autres, parce qu'il a rencontré des problématiques avec d'autres curés, d'autres prêtres qui ont mis un peu dans les bâtons dans les roues. Hein. Ça, c'est à découvrir. Et donc, vous avez mis des lettres donc, que vous avez Oui, parce que je tenais à clarifier certaines choses, parce qu'il n'est pas toujours facile d'expliquer une situation, mais elle est peut-être plus facile à expliquer quand on lit plusieurs lettres qui parlent du même sujet, et au final, chacun en fera sa propre idée. Est-ce que c'était à tort? Est-ce que c'était à raison? Voilà, moi j'ai mis ma conclusion. Donc le livre n'est pas fait que de lettres. Il y a quelques lettres qui sont reprises justement pour cerner le personnage et cerner l'ambiance qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, et cerner un peu comme à l'église, c'est un peu comme dans toutes les entreprises. Mais il y a les prêtres à l'époque qui avaient un peu les dents longues, qui voulaient se faire remarquer par le clergé, et le prêtre à côté, le père Charles, qui lui, il pensait à ses ouailles sans spécialement finir conseiller de l'évêque. Alors effectivement, on le voit dans cette progression. En fait, on voit que le père Charles, il n'a jamais, au début, n'a jamais monté, on va dire, en grade. Ah non, il est toujours resté à son petitement, on va dire. Tout à fait. Il est toujours resté, je pense, égal à lui-même, petitement, effectivement, au niveau des gens qui côtoyaient, parce que dans ces villages au 19e siècle, il côtoyait les mineurs, il côtoyait les Indiens, il côtoyait toutes ces familles relativement pauvres qui venaient chercher un peu la toison d'or aux États-Unis, qu'il la trouvait pas, avec toute la violence qui pouvait y avoir dans ces villes et dans ces campagnes. Et c'est un peu pour ça que le clergé français, le clergé belge, le clergé allemand cherchait justement des hommes pour guider un peu ces hommes qui étaient sans foi ni loi, et justement pour leur donner la foi et savoir canaliser un peu tout ce peuple d'immigrants qui savaient pas trop où aller ni comment où aller. Alors c'est vrai que j'aime bien parce qu'il était quand même reconnu. Oui. On le reconnaissait, on savait que c'était un prêtre qui était qui aimait ses fidèles, qui aimait, qui avait des choses positives à donner auprès de chaque personne. Et malgré tout, on était toujours en train de le mettre de côté parce qu'il n'était pas dans la même lignée de... Voilà, tout à fait. Et c'est un bien apporte un mal, et un mal apporte un bien, inversement. C'est que le fait d'être mis sur le côté, il quittait une paroisse, mais le fait d'être connu pour son bon cœur, pour les bons actes qu'il avait connus, le faisait rentrer dans une autre paroisse.
Donc au final, il est quand même resté plus de 25 ans sur le territoire. Et c'est seulement à la mort de Barraga, comme je disais, de Frédéric Barraga, qui a été son premier conseiller en tant que missionnaire en 1854. Son parrain, on va dire. Son parrain, voilà, dans lequel il était dans son petit carnet noir, puisqu'il avait été volé le bois. Et ça l'a suivi toute sa vie. Et là, ça l'a suivi toute la vie de Barraga. Quand Barraga est décédé, comme par hasard, chacun se fera aussi sa propre opinion en lisant le livre, les portes se sont ouvertes, et c'est comme ça que quelques années après, que pendant les années qui ont suivi, sa position s'est stabilisée, dans les villages dans lesquels il était, s'est stabilisé. Il a inauguré des églises en présence de pontes de l'époque, et pour finir, conseiller de l'évêque. Alors il s'est, on va dire, avec toutes ces actes, parce qu'il a fait volte-face quand même, par rapport à ce qui s'est passé, il s'est bien tenu correctement, il a respecté tout ce qu'on lui a demandé. Voilà, je pense qu'avec l'âge, il y a des choses... Oui, aussi, il disait qu'aussi, dans le livre, il dit qu'en vieillissant, forcément, on fait pas les mêmes bêtises. Voilà, tout à fait. On va se faire une petite pause musicale, Bruno, et puis on se retrouve juste après. Avec plaisir. Bon, voilà. Après cette petite pause musicale, toujours avec Bruno Le Magis, donc pour sa sortie du livre Oublié de Dieu, des éditions Le Panthéon, un livre de 200 pages qui raconte donc l'histoire d'un prêtre de la famille en fait. Oui, tout à fait. Qui est parti à la demande du clergé, aux États-Unis, et donc on découvre cette vie. De ce prêtre. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. Merci. Et puis j'ai découvert des choses. Alors, c'est vrai qu'on ne se l'imagine pas, mais en fait, la religion ne va pas avec la guerre politique. De toute manière, c'est très politisé. Ah oui, alors, tout à fait. C'est vrai que quand dans le Moyen-Âge, forcément, le clergé avait une pression sur la population, sur la politique, etc. Ouais. On le connaissait. Mais à ce niveau-là, là vraiment... Non, au 19e siècle, il faut savoir aussi que on sortait juste de l'époque napoléonienne. C'est ça. L'époque napoléonienne qui justement voulait un peu bannir le côté religieux et ecclésiastique que les rois par le passé avaient connu, et donc tout ce qui touchait l'Église pendant l'Empire et toute cette période napoléonienne a été un peu banni. Donc dès que la Belgique a eu son indépendance en 1830, les Flandres et le clergé particulièrement s'est rapproché des dignitaires politiques justement pour mettre un peu de poids dans la balance et se dire attention, maintenant l'Église joue avec la politique. C'est ça. Et on le ressent bien dans le livre, voilà, surtout tout à fait, mais entre prêtres, chacun voulait tirer son épingle du jeu. Et ce prêtre Charles Le Magis en a mangé grave, on va dire, franchement. Ah oui, tout à fait. Il a mangé grave, alors que lui ne voulait que faire du bien à ses proches. Et puis le fait aussi d'être loin de sa famille, ça lui a mis aussi un coup au moral aussi. Ah oui, il n'a eu l'occasion que de revenir une fois en Belgique sur 25 ans. Et la seule fois qu'il est rentré au pays et voir sa famille, c'était en pleine dépression après la guerre de sécession. C'est ça. Donc il est venu dans des conditions pas forcément très agréables. Voilà, tout à fait. Il sortait de la guerre pour repartir dans un chaos complémentaire. Tout à fait. Et il rentre dans une période où les Prussiens étaient en pleine transaction avec la France et la Belgique qui se trouvait un peu au milieu, sans savoir si la guerre allait être déclarée. Donc il quittait une guerre aux États-Unis pour arriver dans une autre ici avec la guerre franco-prussienne. Donc là, effectivement, alors l'avantage qu'il avait, c'était qu'il était prêtre. Voilà, tout donc à fait. On ne touchait pas les prêtres, sinon son âme allait au diable. Donc ça, c'était l'avantage, mais malgré tout, il était parti aussi encore sans autorisation à rentrer en Belgique. Voilà, il est parti, il a pris le bateau et il est reparti chez lui sans autorisation. Donc là aussi, ça lui a valu encore d'être le petit... Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été reçu par le clergé et par l'évêque comme il s'y attendait. L'évêque lui a simplement dit non, toi tu es toujours en mission aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'ordre qui ont été donnés pour que tu puisses bouger ou quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça qu'il est reparti bredouille. Voilà.
Alors effectivement, donc c'est à découvrir dans ce livre Oublié de Dieu, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que Merci. Vraiment, c'est vrai que alors c'est vrai qu'on a quand on commence à parler de la guerre, des prêtres, etc. On se dit ça va être chiant le livre parce que c'est vrai que mais tourné comme il a été tourné, cette histoire de ce prêtre qui fait du bien aux autres et que l'Église ne le reconnaît pas parce que forcément c'est un rebelle, Oui, voilà. un peu comme Bruno. Hein. Donc c'est vrai que on le découvre différemment, on découvre l'histoire de l'Église complètement différente. Voilà, ouais. Et c'est fait avec beaucoup d'humour aussi, hein, parce que il y a des petites choses aussi qui sont sympathiques à découvrir. Alors il y a aussi quelques images. Oui, j'ai essayé quand même d'agrémenter un peu le livre avec quelques références photographiques ou de l'évêque en place à telle période ou d'un monument, ce que j'ai pu avoir comme autorisation pour éditer, pour que le lecteur puisse se projeter un peu dans l'univers, voilà, entre lettres, documents, écrits et photographies. Alors les photographies qui sont justement dans le livre, il a fallu des autorisations. Ah oui, oui, j'ai toutes les autorisations. La maison d'édition, donc les éditions du Panthéon, m'ont demandé avant publication que j'ai toutes les autorisations, les droits d'auteur. Les droits de publier, et donc par courrier j'ai reçu toutes les autorisations. Alors certaines photos m'ont été envoyées directement, d'autres photos je les ai trouvées sur internet et ensuite j'ai contacté le propriétaire de la photographie pour pouvoir la publier, et une fois que après le fichier complet d'autorisation de publication des photos, je l'ai envoyé aux éditions du Panthéon qui eux ont pu finaliser le livre tout simplement. Là, je fais une petite parenthèse aussi. Je dois bien remercier les éditions du Panthéon parce que comme après mon ouvrage en auto-édition, c'est le premier livre édité et suivi par une maison d'édition, et je dois dire qu'ils ont été d'un excellent accompagnement pour moi qui suis jeune auteur, entre guillemets, aussi bien dans la correction que dans la présentation, que dans la couverture, que dans la quatrième de couverture. Tout a été une très très bonne collaboration et j'en suis très satisfait. Alors les éditions Panthéon, c'est eux qui vous ont contacté ou c'est vous qui les avez contactés? Ah non, c'est moi qui les ai contactés. J'avais édité une vingtaine de manuscrits que j'ai envoyés un peu suivant les lignes éditoriales aux maisons d'édition qui seraient censées pouvoir m'éditer. Et donc sur la vingtaine de manuscrits qui ont été envoyés, il y en a 3 qui m'ont répondu, dont la maison du Panthéon. Et après choix et un peu le hasard aussi, je me suis rabattu sur les éditions du Panthéon et j'en suis très satisfait. Alors les éditions du Panthéon ont l'habitude de publier ce genre de livres ou c'est vraiment des livres exceptionnels? Non, ils ont une large gamme de lectures. Ça peut aller du roman à la poésie, au livre historique. Ils ont vraiment un large panel dans leur maison d'édition. Donc c'était l'occasion pour vous de pouvoir imprimer. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, donc je rappelle, c'est le livre Oublié de Dieu de Bruno Lemagie qui est sorti, hein. Oui. On peut l'acheter, hein. Ah oui. Acheter. Oui, il est sorti mardi dernier, donc le 26 septembre. Il est disponible à la Fnac, chez Cultura, sur d'autres plateformes bien connues en vente sur Internet, ou sur commande chez votre libraire préféré, que ça soit en Belgique, en France, en Suisse ou au Canada. Il n'y en a pas aux États-Unis? Non, pas encore. Je suis en contact justement avec des Lemagie aux États-Unis qui me demandent de publier et de faire traduire le livre, mais chaque chose en son temps. Ben oui, parce que c'est clair que c'est son histoire aux États-Unis voilà, aussi. Tout à fait. Parce qu'il a fini là-bas. Hein. Tout à fait. Après, c'est un investissement et de temps et financier. Mais il faut leur demander à la famille en disant, le projet... écoutez, trouver des traducteurs. L'idée est déjà germée de faire une plateforme crowdfunding et de participation. Alors effectivement. Alors ce livre-là, on peut le retrouver partout, donc. Oui, partout. Oui, dans toutes les librairies, les grandes surfaces, ça sera sûrement sur commande, puisqu'aujourd'hui la disponibilité des stocks sont souvent réduits, donc par facilité, les gens passent par Internet. Donc c'est, comme je disais, sur toutes les plateformes sérieuses de vente de livres, mais votre libraire peut le commander, tout à fait.
Voilà. Alors, peut-être un prochain livre, Bruno. Ouais, celui-là, là, à la fin, là, donc vous déménagez pas d'en écrire un autre. Disons que l'idée germe. J'ai déjà commencé à écrire. Je vais dire, j'ai déjà mis l'idée sur papier, on va dire. On va dire ça comme ça. Toujours d'histoire de famille. Voilà, toujours une histoire de famille, et cette fois remise plus un peu au goût du jour, parce que l'idée c'est de partir l'année prochaine aux États-Unis. Sur les traces justement du père Charles, et de refaire son parcours avec quelques flashbacks sur le passé, de ce que lui a pu vivre et de ce que moi je vivrai justement en 2024. Bon là, il y a du changement quand même. Là, vous imaginez que là, ça va pas être la même chose. Ah mais c'est un road trip avec. Ouais, non, ça sera vraiment un road trip, mais vraiment sur les traces du père Charles, avec en essayant de se rapprocher au plus de l'esprit de l'époque. Bon, je vais pas voyager en diligence, ça c'est certain, mais je vais bannir l'avion et privilégier l'autocar et le train pour faire ce périple qui est de plus de 10 000 miles, grosso modo, à travers les États-Unis. Est-ce qu'il n'a pas traversé autant de miles, ce prêtre Oui, je pense qu'il a traversé autant de miles, mais sur 25 ans, et alors en charrette, en carriole, oui, parce en qu'il diligence. Il y a des moments, ça met 15 jours, 20 jours pour aller d'un point A à un oui, point B. Tout à fait. Rien que pour traverser ici l'océan, c'était entre 3 semaines et un mois minimum. Si pas 5 semaines, s'il y avait pas de vent, parce que bon, s'il est parti en 1854, que c'était la marine à voile, quelques années après, il y a les turbines qui se sont rajoutées. Tout ça, j'explique dans le livre aussi, toute cette traversée qui prend tout un chapitre aussi, parce que c'est vraiment une tranche de vie, et que le prêtre a vécu comme s'il était dans un village, parce que un navire à cette époque-là, c'était vraiment un petit village. Il y avait les femmes, les enfants, les repas, voilà, tout se partageait, mais sur un plus petit espace que dans le village. Alors, on peut vous retrouver en dédicace? Oui, tout à fait, mais là, le week-end dernier, j'étais à Saint-Estèphe. Un très très beau salon, de belles rencontres. C'était mon premier salon. J'en suis très très content, et je réitère la chose samedi prochain à Saint-Seurin-sur-l'Isle, où vous pouvez me retrouver de 15h à 19h. Donc samedi 7 octobre. Le samedi 7 octobre, oui, tout à fait. Et 15 jours plus tard, le 28 octobre, le samedi, je serai à la FNAC de Montpont-Ménestrol entre 9h30 et 18h, dans ces eaux-là. Voilà, donc si vous voulez rencontrer Bruno, c'est le moment, c'est ces moments de partage. C'est ces moments de... voilà, oui. Voilà, je pourrais en parler du bouquin, je pourrais donner quelques petits détails supplémentaires, et peut-être donner l'envie aux futurs lecteurs d'acheter le livre. Alors, moi, je donne déjà l'envie. Allez-y, franchement, foncez, parce que c'est vraiment... moi, j'ai lu en 2 jours. Oui. Donc, ça va. Oui, après, c'est... comme je dis toujours, moi, je suis pas écrivain, je suis un auteur. Mon but, c'est pas de pondre des grands mots, des grandes phrases qui vont faire 3 fois le tour du monde, c'est d'expliquer vraiment une histoire avec mes mots, avec le cœur que j'ai, avec l'histoire de la famille, avec quelque chose de simple, accessible à tous, parce que on parle aussi bien de l'armée française, de l'Empire, de la guerre de sécession, du roi des Belges, enfin bon, voilà. De l'histoire en général du 19e siècle. Comme je dis, c'est pas un roman, c'est une biographie, certes, sur un prêtre, mais aussi c'est une monographie sur toute cette période de migration au 19e siècle. Et on découvre vraiment les problématiques qu'il y a entre la religion et la politique, où vraiment ça se met en place, et où vraiment c'est... on va dire, c'est pas compatible. Voilà. Donc vous le découvrez dans ce livre. On va pas tout dévoiler. Non. C'est pas le but. Le but, c'est que vous achetiez le livre et que vous puissiez le découvrir et le lire comme j'ai eu plaisir de le lire. Merci. Et découvrir Bruno quand vous le croiserez lors de dédicaces. Oui. Donc n'hésitez pas. J'en parlerai volontiers, parce que je pourrais en parler des heures. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Je n'ai pas d'autres pages en réseaux sociaux, mais j'en ai qu'un, c'est Trace and Story, où vous tapez simplement Bruno Le Magie dans un espace de recherche sans le citer. Super. Merci Bruno. Avec plaisir. À bientôt. Merci.